Est-ce que vous avez un soutien moral, financier? C'était chaud, hein. Oui. C'était chaud. Il fallait forcément trouver la ressource à quelque part. Comment les gens autour réagissent? Des gens qui sont venus me voir juste pour voir à quoi je ressemble. Est-ce que j'ai encore de la chair sur la peau? Est-ce qu'il reste encore quelque chose de ma petite personne? Je n'avais pas autant de revenus. Et ça faisait plus de combien de mois que je ne travaillais pas. Même à l'hôpital, moi, je vendais les bouteilles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Transfert Plus, l'espace où l'on raconte des parcours pour inspirer, l'espace où l'expérience se partage pour rencontrer vos ambitions, l'espace où l'on transmet des déclics. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur nos pages Transfert Plus sur YouTube et sur TikTok. Si vous nous rejoignez maintenant, installez-vous confortablement, vous êtes au bon endroit. Likez, commentez et partagez. Aujourd'hui, sur Transfert Plus, nous avons l'immense honneur de recevoir une femme courageuse. Une femme qui, lorsqu'elle vous raconte son histoire, vous redonne envie et l'espoir de vivre. C'est une femme incroyable, une femme magnifique. Nous recevons Mariam Oulé. Bienvenue sur Transfert Plus. Bonjour Mariam. Bonjour Elodie. Comment ça va? Oui, ça va. Et vous? Ça va très bien, merci. Alors, qui est Mariam Oulé? Mariam Oulé, je suis commerciale de formation. J'ai une licence en gestion commerciale. Indépendamment de ça, côté travail, tout ce que je vois qui peut m'apporter des ressources saines, acceptables, je le fais. Je n'hésite pas, en fait, à essayer de nouvelles choses, à pousser mes limites, aller toujours de l'avant. Voilà. Et je suis mère de deux magnifiques filles que j'aime bien. Wow. Mariam Oulé est mère de deux magnifiques filles, mais aussi gestionnaire commerciale de formation. Voilà. Et elle vend tout. On peut dire ça comme ça? Voilà, je vends tout. Alors, donc si aujourd'hui on vous donne des véhicules à vendre, vous êtes opérationnel. En tout cas, je vais vendre. Alors, qu'est-ce que vous vendez d'habitude? Bon, dernièrement, le tout dernier de mes bébés que je vends, c'est des bocaux. C'est des bocaux. Voilà, je recycle. Je recycle tout ce qui est recyclable, que je peux recycler, je recycle. Donc, vous recyclez des bocaux? Oui, les bocaux pour les conserves, locaux que les gens font ici, autant des tomates et autres, des légumes, et aussi autant des jus. Quand il y a les manques, je recycle aussi pour ceux qui prennent pour faire les jus locaux et tout. Donc, je suis pratiquement en train de recycler tout le monde. Ok. Mais il y a des périodes de pic. Pour la tomate, c'est des pics. La mangue aussi, et tout ce qui est ananas et autres. Il y a aussi des périodes de pic. Actuellement, c'est la période un peu morte. D'accord, donc c'est la période morte. On attend que la saison des tomates reprenne. Ouais, d'ici novembre, ça va aller. D'ici novembre. Ok. Donc, si je comprends bien, vous recyclez les bocaux, vous les lavez correctement avant de les vendre maintenant aux clients. C'est bien ça? Oui, c'est tout un processus. Et je me suis lancée dedans comme ça de façon très fortuite. Oui, racontez-nous ça. Bon, j'étais juste au bureau et j'étais sur un groupe de femmes. Et je naviguais un temps. J'ai vu que quelqu'un était venu avec une bouteille et elle dit, je cherche ça. Et sous son poste, il y avait pratiquement 50 personnes qui demandaient les bouteilles et personne n'avait la réponse. Je suis allé sur Google, j'ai capturé les bouteilles. Et j'ai posté, j'ai dit, je vends ça. Pourtant, à l'instant où j'étais assise, je n'avais même pas je savais pas où trouver les bocaux. Oh, wow. Ben oui. Je savais même pas où en trouver. Donc, quand j'ai posté à 11h,
À partir de 13h, j'avais presque une soixantaine de bocaux commandés et je ne savais pas où en trouver. Wow. Je me suis levé, j'étais bon. Comme je suis au 1200, j'étais bon. Nabiyare n'est pas loin. Bon, Sierre n'est pas loin. Et j'ai commencé. Quand je suis parti, bon, j'ai pris un petit lot. Je suis arrivé à la maison. Ah, il n'y avait pas quelqu'un pour laver. Et j'ai lavé jusqu'à 2h. Wow. Je n'ai pu laver que 20 bouteilles. Pendant 2h, 20 bouteilles. Non, de 20h à 2h. De 20h à 2h du matin, vous avez lavé les bocaux. Oui. Et je n'ai pu laver que 20. Et le matin, j'étais obligée maintenant de rentrer chez les clientes. Et puis, j'ai commencé à repousser les heures de livraison. Et j'ai trouvé une voisine. Après, j'ai trouvé 2. Après, j'ai commencé, je me demande s'il y a encore des points de dépôt que je ne connais pas. J'ai tout sillonné à Ouagadougou. Wow. Avec ma moto, je remorque, je vais. Après un temps maintenant, je ne pouvais plus prendre toute seule. Il fallait maintenant les tricycles et ainsi de suite, et le processus. Et la mayonnaise a pris. Et l'année en question, en 2021, j'étais pratiquement la seule à le faire sur Facebook. Et je croulais sur les commandes. Wow. Et ainsi de suite. L'année qui a suivi, c'était devenu maintenant une référence. Quand on dit beaucoup, tout le monde me taguait. C'était devenu maintenant comme un masque. Il fallait que je le fasse. La force des réseaux sociaux. Ouais. Il fallait vraiment. C'est-à-dire, si la période arrive et que je ne le fais pas, je peux même pas. Wow. Et c'est devenu maintenant un métier pour moi, ce que je fais, indépendamment des autres choses que je fais. Donc, vous avez saisi l'opportunité comme ça sur Facebook. Le boom des conserves. Le boom des conserves. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je remercie vraiment le Seigneur parce que je sais pas d'où m'est venue cette inspiration, mais bon, en tout cas, ça a pris. Ça a vraiment pris. Et c'est devenu une entreprise puisque vous employez même d'autres personnes aujourd'hui. C'est-à-dire des personnes vous aident à nettoyer ces bocaux. Oui, au temps de la tomate, je peux prendre 10, même 15 femmes. 15 femmes pour laver les bocaux. Pour laver. Et elles lavent en permanence. Et je suis plus de faire des rotations parce qu'elles les mettent dans l'eau tout le temps. Et puis les bocaux là, c'est pas vraiment des bocaux qui viennent des alimentations. C'est carrément des dépôts de récup. Donc tout ce qui est récup, c'est souvent beaucoup de travail. Et nous, notre particularité, quand on le fait, on prend tout notre temps pour que quand les gens prennent les bocaux, ils demandent, c'est du neuf? Je dis non. Si vous voulez le neuf, allez dans telle boutique. Même jusqu'à demain. Quand moi, je présente mes bocaux et que d'autres personnes viennent présenter, elles disent, Madame, elle le fait très bien. Donc, ce qui fait qu'il y a des usines locales même qui commandent. Ça va venir très bientôt. Il y a déjà 2, 3 commandes. C'est 3000, c'est 5000. Wow. Voilà. Donc, je peux dire que c'est vraiment un travail presque à temps plein pour moi. Un travail presque à temps plein. Oui, mais juste avec les périodes de pic, quoi. Voilà, des périodes de pic où il n'y a pas de sommeil, c'est jusqu'à 23h, souvent tu te lèves à 2h du matin pour pouvoir mettre les bouteilles. Tu te demandes même si les voisins vont pas te lapider. Parce que les bruits. Le bruit de lavage, les bocaux qui se touchent et donc, tout. Donc, il fallait maintenant aussi rénover. Oui. Ça veut dire on n'utilise plus les couvercles anciennes. Il faut maintenant commander. Voilà. Et quand on le met dessus, si on prend dans une bouteille, dans une boutique, une bouteille neuve et qu'on vient prendre le mien, il n'y a pas de différence. Non, mais c'est bien, c'est toute une machine de réflexion derrière. Donc, on commence avec les anciens bocaux. Ensuite, on cherche maintenant de nouveaux couvercles. Voilà. Non. Au début, magnifique. Au début, quand je prends les photos, c'est moi, je faisais ça. C'était pas propre. C'était pas comme je voulais. Mais qui aurait cru que vendre des bocaux pour devenir entrepreneur, c'est l'activité principale maintenant. En tout cas, moi. En tout cas, félicitations. Merci. Bravo, Mariam. Bravo d'avoir aussi saisi l'opportunité. Mais je dirais aussi bravo parce que quand on se lève et qu'on cherche des bocaux, c'est difficile d'avoir des bocaux tout neufs. Et le coût est très cher. Donc, c'est très bien. C'est très, très cher. Oui. Parce que par rapport aux producteurs locaux ici, s'ils doivent tout faire en bouteille neuve, c'est
en fait, le produit ne sera pas vendable. C'est ça, le produit fini va coûter très cher. Fini, voilà, in fine, ce sera trop cher. Conserve de donc, tomates, les jus, oui. Donc, le produit fini va être très difficile à vendre. Ça ne sera pas compétitif. Ok. Voilà. Donc, quand ils reviennent vers moi, que ce soit les bouteilles pour le jus, que ce soit pour les conserves, j'ai toujours un niveau de lavage que j'exige aux dames. Oui. Si le niveau n'est pas atteint, souvent je peux aller, je te fais un sac. Je dis bon, il faut me reprendre ça. Wow. Quel que soit le temps. Donc, même à minuit, si moi je dis que si quelqu'un me dit bon, Madame Oulé, ma commande, est-ce que ce sera prêt demain? Si je me rappelle que il y a un sac que je n'ai pas vérifié, que je devais que c'est pas ça, moi je déclasse. Il y a un contrôle qualité de pointe derrière. Je préfère ne pas vendre. Oui. Et m'excuser auprès du client, reporter sa commande, que de lui livrer quelque chose parce qu'ils viennent vers moi parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est ça. Pour pouvoir laver les bouteilles. Et ils viennent vers moi aussi parce qu'ils ont confiance à ce qu'on fait. Donc, je ne peux pas me permettre de me payer ce luxe-là, de trahir cette confiance-là. Wow. Voilà. Donc, Mariam Oulé, tu mets à disposition des bocaux recyclés, lavés, nettoyés avec un contrôle de qualité derrière. Voilà. Merci beaucoup pour ce magnifique travail que tu fais. Pour toutes ces dames qui nous suivent et qui voudraient commander des bocaux, ben, vous savez qui contacter. Vous la contacterez sur Facebook. C'est bien ça? Sur Facebook. D'accord. Merci déjà parce qu'on apprend mieux sur ton parcours, sur ce qui, on va dire, te nourrit et nourrit d'autres personnes aussi. Voilà. Mais j'aimerais qu'on fasse un petit détour pour parler maintenant de ce mois d'octobre. Parce que nous sommes en octobre. Mais d'une situation aussi que tu traverses en ce moment. Et je sais que ça sera plein d'émotions. Ça ira. Mais je sais qu'on a une femme courageuse, on a une femme qui se bat tous les jours, et je sais que c'est une femme aussi qui se bat pour donner la force aux autres de pouvoir croire que c'est possible de guérir. Ouais. Donc 2021, on a le business des bocaux. Ouais, qui prend, comme on va dire. Oui, ça a pris. Et après 2023, c'est une année qui restera gravée dans ta mémoire? Ah oui, et de façon assez prononcée. Oui. Parce que j'ai commencé l'année avec ça. Je suis née le 6 janvier. Ouais. C'est le 4 janvier que j'ai découvert de façon fortuite cette masse. Et le 4 janvier 2023, j'étais en train de me doucher, tranquille. Et entre-temps, je touche, je sens que il y a une masse au-dessus du sein. C'est pas une boule. Donc, étant donné que ce n'est pas une boule, ça ne m'a pas effrayé d'emblée. Après, après la douche, je me suis dit, bon, voyons cette histoire-là de plus près. Et je vois que c'est un peu dur. Et je suis à l'écoute de mon corps. Quand il y a un petit changement sur mon corps, je me débrouille toujours pour régler ça. Donc, le lendemain, je suis partie dans une structure sanitaire. J'ai exposé le problème. La bonne dame me dit, bon, Madame Oulé, bon, vous vous inquiétez pour rien, ça doit être une masse tissulaire. J'ai dit, bon, une masse tissulaire. Bon, elle me dit, bon, comme vous n'êtes pas trop sûr, vous vous inquiétez beaucoup, donc on va vous envoyer chez le gynécologue. J'ai dit, bon, s'il vous plaît, donnez-moi un bulletin. Elle m'a donné le bulletin et je suis même pas allée à la maison, j'ai continué à aller prendre les rendez-vous, payer la consultation. Et bon, le lendemain, je suis partie. Elle a dit, bon, ça peut être une masse tissulaire. Ça revient. J'ai dit, bon, je peux pas contredire, je suis pas de la santé. Elle me dit, bon, néanmoins, on va vous faire une mammo. J'ai dit, ça me convient. Et là, c'est là maintenant que le marathon a commencé. Et je pars faire la mammo au CHU. Oui. Et c'est là qu'on découvre la nouvelle, quoi. Ouais.
et ça tombe bim. Parce que pour m'annoncer, le docteur allait chercher une dame. Ils sont venus à 2 pour s'asseoir. J'ai dit, bon, si ça nécessitait que 2 personnes s'asseyent pour m'annoncer une nouvelle, ça n'a pas pour me dire que vous n'avez rien. C'est ça. Voilà, ça peut pas être ça. Sinon, lui seul pouvait quand même suffire pour m'annoncer la chose. C'est ça. Bon, il me dit, bon, madame, comprenez que, bon, je dis, docteur, je suis prête. Vous pouvez me le dire. Il dit, bon, on a découvert que c'est la masse là, en fait, ce n'est pas une masse tissulaire, c'est un cancer. Wow. Bon. Sur place, bon, je n'ai pas pu parler. J'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré. Bon, le docteur était désemparé, lui s'est levé, il est sorti et il m'a laissé avec sa collègue femme qui m'a commencé à me dire, bon, telle personne a eu ça, il allait se soigner en Europe. Quand elle a dit Europe, la même aïe, j'ai dit, aïe, c'est que moi je suis morte. Avec quel moyen? Avec quel moyen? Oui, je manque de beaucoup, je vais aller où avec ça? Elle me dit, bon, telle personne elle est en Europe, telle personne est guérie, telle personne, je dis, ok. Bon, il me dit, bon, on m'a ramené encore chez le docteur, qui me dit, bon, il y a 2 choses. Vous commencez la chimio, ou bien on fait l'ablation. Wow. Vous voyez les pièces de 25 là, la masse là ne dépassait pas trop ça. Wow. Et c'était au-dessus du sein, c'est-à-dire que le sein n'était même pas attaqué comme ça. Mais bon, médicalement parlant, les ganglions avaient commencé à se former, à être attaqués. Bon, ils m'ont dit, bon, on va voir si vous pouvez faire la chimio. On va opérer pour préserver le sein. Aujourd'hui, je peux dire que je me réjouis qu'il n'ait pas préservé le sein. Je m'en réjouis. Parce que la préservation du sein, tout ce que je sais, tout ce que j'ai croisé sur le chemin de cette marche, cette vallée du cancer-là, ils ont beaucoup récidivé, le sein a repris et tout, et ça fait beaucoup de choses. Donc, vous avez décidé, vous avez pris cette décision d'adopter. J'ai même demandé au docteur, il faut prendre l'autre là aussi à ajouter. Et il me dit non, nous on ne prend pas les organes sains. J'ai dit, mais ce sont mes seins. Si je dis que je n'en veux plus, si ça va me créer d'autres problèmes demain, bon, à quoi ça me sert actuellement? Si ça va me créer des problèmes après. Il me dit, non, calmez-vous, vous êtes sous l'émotion, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Et quand je suis revenu, j'ai dit, bon, je n'ai pas changé d'avis, je veux pas l'autre. J'ai dit, sinon, l'autre, ça va faire bizarre quand même que j'ai un, qu'il n'y ait pas l'autre. Il m'a dit, non, ça va aller, on peut faire une reconstitution, ma mère, et tout. Bon. Et il m'a dit, bon, si vous faites le choix de commencer la chimio, c'est du non-stop. C'est pas un traitement de palu où tu vas dire, bon, aujourd'hui j'ai oublié les comprimés. Donc, si vous commencez, vous devez terminer. Donc, préparez-vous financièrement pour pouvoir faire cela. Mais d'où vous sortez cette force de vous battre, de retourner malgré que vous ayez pleuré devant le médecin ou ces personnes-là? Vous rentrez à la maison, d'où vous tirez cette force de revenir dire « Je suis prête ». Je pense que c'est une grâce que Dieu m'a accordée. Mais au début, quand j'ai quitté l'hôpital, quand je suis partie à la maison, je n'ai dit à personne. À personne. On était en janvier. Je n'ai dit à personne, j'ai géré ça, comme si de rien n'était. Et je suis rentrée dans une phase de déni. Quand tu rentres dans une phase de déni, en fait, tu ne sens plus rien. Bon, étant donné que moi-même, je n'avais pas de douleur, je n'avais aucune douleur, bon, je me suis dit non, pour moi, ne doit pas être grave. Ou bien pour moi, la même aïe, peut-être qu'ils se sont trompés. Et je suis restée dans cette phase de déni jusqu'en juin. Jusqu'au premier semestre de 2023. Et
à une semaine de l'intervention, quand je suis partie, on m'a fait faire les scanners et tout le bazar qui va avec, tous les examens possibles. Et quand je suis repartie avec les examens, les résultats, le professeur s'est fâché. Il a dit, Madame Oulé, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette tumeur qui n'avait même pas la taille, avait presque la taille d'une pièce de 25, devienne aussi énorme? En un rien de temps. En un rien de temps. Que la tumeur est très agressive. Donc, la semaine prochaine, vous rentrez au bloc. Mais entre-temps, de janvier à juin, dans cette phase de déni, je suis rentrée, ça c'est quelque chose que je vais déconseiller aux femmes. Je suis rentrée dans les compléments alimentaires. Je suis rentrée dans les tisanes. Vous avez fait de l'automédication. Les tisanes, quand telle personne, donc je me renseigne en douce, et quand on dit que telle personne, je cours, je vais là-bas. Et donc j'ai fait ça pendant 2 bons mois, et j'ai vu qu'en fait l'affaire là, ça ne s'améliore pas. C'est quand on dit que ça fait là, ça, moi ça ne me faisait pas ça. Et donc je me suis dit, bon, c'est bon, les bêtises là c'est bon comme ça, il faut repartir, faire tes examens et puis aller voir le spécialiste. Et quand je suis partie, il s'est fâché. Je ne pouvais pas lui dire que j'étais en train de vadrouiller, en train de chercher autre chose. À gauche, à droite, je ne peux pas d'autres dire ça. solutions en fait. Mais j'étais toujours dans mon silence. Donc quand je devais aller faire l'ablation, c'est étant à l'hôpital que j'ai appelé 3 de mes grands frères, une sœur et une belle-sœur, Karine. C'était la nuit, vers 20h. J'ai dit, bon, je suis à l'hôpital, en gynéco, pour une intervention. Point barre. Je n'ai pas dit quoi que ce soit. Ma mère est avec moi, elle vit avec moi, depuis que mon village a été déguerpi. Je ne lui ai pas dit. J'ai dit, bon, maman, je m'en vais dans un autre quartier. J'ai dit, comme je ne me sens pas bien, j'ai dit, on va me donner des tisanes, je dois boire et puis me laver avec pendant une semaine. Donc, pour cela, il faut que je reste là-bas comme c'est un peu loin. Elle dit, oui, bon, vous savez, au village, c'est comme ça. On quitte un village A pour être dans un village B pour pouvoir se soigner. Elle dit, il n'y a pas de problème, que Dieu t'accompagne et que, je dis, alléluia. Simplement. Et je suis partie. On a fait l'intervention. Et il fallait maintenant repartir à la maison avec les drains. Parce que quand on fait, on met les drains pour... il fallait expliquer ça à la maman maintenant. C'est là maintenant j'ai appelé mon grand frère, il est venu. Donc lui, il a essayé de faire ça, bon, de façon très diplomatique. Diplomatique, oui. Bon, comme elle ne connaît pas ce que c'est que le cancer, elle n'a pas fait ça de trop truc. Ok. Et donc c'est passé assez facilement. Ok, assez voilà. simplement, quoi. Simplement. Elle n'a pas fait une crise. Elle n'a pas fait une crise. Okay. Parce que le frère a eu le temps de trouver les mots qu'il faut pour pouvoir lui expliquer. Mais qui vous a parlé pendant ce temps? Vous avez un psychologue ou bien? Personne. Non, c'est incroyable. Personne. Et je dis que quand, à une semaine, quand le professeur a commencé à se plaindre que c'est assez urgent, là, le masque du déni est tombé. Et quand je suis repartie à la maison, en une semaine, j'ai eu de ces douleurs-là. Parce que là, maintenant, le cerveau a enregistré qu'il y avait quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé à faire les douleurs. J'ai commencé à ne pas dormir. J'ai commencé à... Tout est venu en même temps, vrac. D'un coup. Ouais. Et voilà, mais bon. Comme c'était une semaine, bon, je suis partie, bon, quand l'ablation est finie, la plaie s'est cicatrisée, je suis repartie. Et les jeunes, comme me dit, bon, moi j'ai fini ma part. Je vous réfère maintenant en oncologie pour la chimio. Et c'est là que le vrai combat, on va dire, va commencer. Dites-moi, lorsque vous regardez, vous avez pris la décision courageuse de faire l'ablation. Oui. Mais
Donc, après l'ablation, on n'est pas guéri? Alors là, pas du tout. Parce que il a pris le temps de m'expliquer. Il m'a dit, bon, l'ablation, c'est pour ralentir, en fait. Parce qu'on va faire l'ablation avec un curage auxiliaire, mais c'est comment ils appellent ça médicalement. Avec les termes techniques. Voilà, les termes techniques. Ça veut dire que chez moi, il y avait, sur 13 ganglions, il y avait 3 qui étaient déjà attaqués par la cellule cancéreuse. Donc, quand ils l'ont enlevé, ils enlèvent tout, ils curent jusqu'à vers l'aine comme ça, ils enlèvent tout ce qu'il y a comme ganglion là-bas. Ils enlèvent tout là-bas. Et donc, ça ralentit en fait. Parce que la tumeur peut être disséminée dans le corps. Mais les autres parties ne sont pas encore révélées de façon succincte. Sauf la masse qui est quand même visible. Visible, exactement. Voilà. Donc, c'est juste un processus pour ralentir l'évolution du cancer. Le temps que tu puisses trouver... dans mon cas, c'était pour que je trouve la ressource. Oui. Sinon, d'autres processus, ils commencent la chimio, la masse va diminuer considérablement, de façon très drastique, avant qu'on intervienne. Ok. Voilà. Mais le mien a été le contraire, parce que je n'avais pas les moyens pour faire la chimio dès que. Voilà. Et comment tu finances la chimio? Je peux dire que la ressource pour pouvoir financer la chimio a été de façon progressive et Dieu vraiment a étendu sa main énormément. Parce que quand il fallait aller en chimio, il fallait maintenant que j'informe le cercle restreint autour de moi, notamment mes collègues de bureau. J'ai dit, bon, à notre coordinateur, j'ai dit, bon, moi, je commence une chimio demain pour un cancer. Et il est tombé de nuit. Il dit, depuis quand? J'ai dit, depuis janvier. Et là, nous sommes en novembre. 11 mois. Que j'ai attendu pour leur dire. Et il dit, mais Mariam, tu es au sérieux? Je dis, je suis au sérieux. Bon, sur place, ils m'ont offert une cure. Ma belle-sœur m'a offert une cure. Et l'église a presque donné la moitié, presque 60% des cures. L'église? L'église, oui. Que tu fréquentes? L'église que je fréquente. Wow, quelle marque de solidarité. Oui. Parce que quand les autres sœurs de l'église sont venues me voir, ils étaient tellement désemparés, parce que eux aussi s'attendaient pas à me voir dans cet état-là. Donc, quand ils sont partis, ils ont rendu compte. Et quand c'est arrivé à maman pasteur, bon, Hortense Karambili, elle a délégué des gens. Elle dit, bon, allez-y voir cette sœur. Je veux qu'à partir de maintenant, qu'elle n'ait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit concernant son traitement. Et la personne est venue me voir. On est allé voir mon oncologue qui a fait tout le reste des cures qui restait à faire et même prévu les scanners. Parce qu'en son temps, les scanners faisaient 100 000. Avec le produit, ça tournait autour de 120 000 comme ça. Donc, tout avait été prévu. Et ils ont débloqué l'argent, ils m'ont remis. Donc, je suis allé payer tous les produits et déposer l'argent des scanners. Et puis bon, et ça m'a permis de souffler un peu avec mes bouteilles. Sinon, faut dire que c'était chaud, hein. C'était chaud. Même à l'hôpital, moi, je vendais les bouteilles. Même avec la perfusion, les veines qui cèdent, je réponds juste pour pouvoir vendre et aider à financer la chimio. Voilà. Parce que je n'avais pas autant de revenus. Et ça faisait plus de combien de mois que je travaillais pas. Donc, il fallait forcément trouver la ressource à quelque part. Coûte que coûte, vaille que vaille. Et il y a des moments, c'était pas simple. Voilà. On va dire merci à Pasteur Hortense Karambili et au patriarche et à toute l'église et d'NTBI. Voilà. Merci pour le soutien. Merci maman. Que Dieu vous rétribue. Merci. Oui. Et comment les proches, la famille proche réagit aussi?
Bon. Lorsque maintenant vous êtes à la phase de chimio et que plusieurs personnes sont informées, est-ce que vous avez un soutien moral, financier? Comment les gens autour réagissent? Financier, je ne vais pas en parler. D'accord. C'est assez délicat. Oui. Moral, bon, j'en ai eu. Mais aussi, j'ai eu aussi des gens qui sont venus me voir juste pour voir à quoi je ressemble. Est-ce que j'ai encore de la chair sur la peau? Est-ce qu'il reste encore quelque chose de ma petite personne? Comment est-ce que je cherche? Au cas où je l'ai trépassé, qu'ils puissent dire, ah, avant-hier, nous, on était avec elle. Mais Dieu est grand. Oui, je comprends. Merci pour ce moment de vulnérabilité que tu partages avec nous. Mais tu es une femme courageuse. Et notre Seigneur a étendu sa main et ces personnes qui venaient te voir, pour voir à quoi tu ressembles aujourd'hui, te voient assise, en train de parler parce que tu es dans le processus de guérison. Tu n'as pas traversé ça seule parce que le Seigneur était avec toi, mais aussi, aujourd'hui, tu décides d'en faire ton combat et d'aider d'autres personnes. Oui. Bravo, Mariam. Quand j'ai fait 6 cures, après j'ai fait la radiothérapie, repartir sur la chimio en comprimé. Après ça, quand j'ai fait le scanner, on dit bon, c'est bon, il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de récidive. Je ne me suis pas assise. En même temps, j'ai dit bon, ce que moi j'ai eu à vivre en termes de douleur, en termes de combat financier, moral, si je dois amener ça à petite échelle sur les enfants qui sont atteints de cancer, qui sont souvent issus de familles très déshéritées, démunies, qui n'ont pas l'information, qui ne savent pas où aller, j'ai beaucoup d'enfants, ils restent. Oui. Soit parce qu'ils n'ont pas de quoi faire la chimio, ou bien ils ont commencé, quand on leur donne un temps de répit, ils partent. Quand il y a récidive, ils ne viennent plus avec l'enfant. Oui. Donc moi, j'ai organisé un groupe de femmes sur Facebook. Oui. Elles ont vraiment été très, très gentilles. Et avec les femmes, on mène des petites activités de sensibilisation, des collectes, et on assure la cure de chimiothérapie à certains enfants. Okay. On a fait Yalgado, moi-même je suis allée personnellement à Sourou-Sanoa Bobo, on en a apporté là-bas, oui. On a aidé 4 ou 5 enfants là-bas. Oui. Actuellement, on est basé à Yalgado. Donc, mon combat, c'est vrai que moi, je suis passée par le cancer du sein. Mais les gens m'ont demandé, mais pourquoi tu ne continues pas? Beaucoup de gens sont sur le cancer du sein. Oui. Le cancer du col de l'utérus, même, on n'en parle pas trop. Octobre, là, tout le monde est sur le sein. Mais septembre, c'est pour les enfants. Février, c'est pour les enfants. Et quand tu pars à l'oncologie pédiatrique, des rados, par exemple, quand tu vois ces bouts de choux, que tu vois qu'ils sont... En fait, quand tu ressors là, tu te dis que la vie, en fait, c'est pas ce qu'on pense, en fait. N'est pas avoir de voiture, n'est pas avoir une nouvelle moto, ce n'est pas la vie. C'est pouvoir être en bonne santé, pouvoir se soigner. C'est ça. Et moi, mon combat, je ne vois plus, ma priorité, en fait, je ne me vois pas en priorité. Je vois les autres personnes qui traversent la même situation. Oui. Quand je vais, par exemple, pour mes soins à l'hôpital, quand je vois les mamans qui sont souvent malmenées par les accompagnants, souvent j'interpelle. Oui. Je suis assise et souvent mon cœur veut sortir. Je sors, je dis bon, de la manière dont tu la traites, ce n'est pas comme ça que tu dois le faire. J'interpelle beaucoup les accompagnants, surtout quand la personne est vraiment grabataire. Oui. Donc, j'essaie de donner, quand je donne les conseils, ils prennent mon numéro, ils viennent inbox, ils parlent. Je dis, bon, voilà comment il faut faire. Parce que moi, j'ai
Je suis passée par là. Oui. Et j'ai eu de l'accompagnement de la part de ma maman. Surtout mes laveuses là, elles ont été vraiment bien. Oh, Voilà. on leur fait un coucou. Merci Voilà. à toutes les laveuses qui t'ont soutenu, qui t'ont tenu la main pendant cette On a période-là. pleuré ensemble. On a pleuré ensemble pendant les moments de chimio, Oui. les moments d'intense douleur. On a pleuré ensemble. Oui. Elles m'ont beaucoup soutenue. Alors donc, est-ce Donc, que tu je as me créé une association formelle ou bien, je vois que c'est une ligue. C'est une ligue. Ok. On est en train de courir pour les documents. Mhm. C'est presque arrivé. Oui. Mais on ne s'assoit pas pour attendre. Au fur et à mesure, on fait les activités. Vous menez les actions. Voilà, on mène les activités. On espère que toute bonne main, comme on va dire, toute personne qui peut soutenir donc cette ligue-là et ce travail formidable que vous faites pour les enfants malades atteints de cancer, vraiment on prie qu'il y ait de bonnes personnes que vous rencontrez qui va soutenir aussi cette œuvre-là. Oui, quand on publie les visuels, quand on publie les appels à dons, les gens nous viennent en aide. Wow. Bon, mais bon, c'est toujours pas assez. Oui. Parce que le traitement du cancer est tellement coûteux que ce n'est jamais assez. Justement, je voyais que vous avez fait une publication disant que le gouvernement a revu à la baisse certains. Ah, c'est ce que j'étais aux anges. Ça, j'étais aux anges et ça m'a coûté quand même des menaces, hein. Ah ouais? Ça m'a coûté des menaces parce que ce jour, j'étais allée pour faire mon scanner. Je m'attendais à quelque chose de 120 et quelques mille. Quand je suis partie, on m'a donné le bon. Je suis partie, la dame me dit 25 000. J'ai dit, madame, que 25 000. Bon, je pensais qu'elle s'était trompée. Et j'ai payé. Et je m'attendais à ce monsieur qui me dit, bon, les produits font tant. Puisque les produits vont, ça, souvent, ça fait 24 000 pour injecter avant de faire le scanner. Mais c'était gratuit. Wow. Donc, quand j'ai pris le ticket, je suis partie m'asseoir. J'étais contente comme ça. J'ai fait la photo et j'ai fait une publication instantanément. Ah, les gens me sont tombés dessus. Mais pourquoi? Que j'ai fait de la propagande, que je suis devenue politicienne. J'ai dit, mais non. Moi, ça fait depuis 2023, je suis dans les scanners. C'est dans les 100 000, c'est beaucoup d'argent que je dépense. Mais j'ai vu, on me dit 25 000. Et vous voulez pas que je jubile? J'ai dit non. Et ils ont fait un bon boulot, il faut les féliciter. D'ailleurs, on dit merci justement. Merci au gouvernement pour ça. Et jusqu'à présent, j'ai toujours 25 000. Et je suis contente. Merci vraiment. Ouais. Merci au gouvernement. Donc, merci au gouvernement pour cet effort-là. Avoir revu à la baisse donc ces prix-là pour soulager tous ces patients, soulager tous ces malades. C'est un bon boulot. Merci infiniment. Chapeau à eux. Alors, on tire vers la fin de notre entretien, que je dirais authentique. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer à une femme? Votre caméra est là. Je voulais que vous fixiez la caméra et que vous parlez à une femme qui va abandonner, une femme qui vient d'être diagnostiquée, une femme qui a peur aujourd'hui parce qu'elle ne sait pas quoi faire, parce qu'elle a le cancer du sein. Tu es passé par ça, tu es passé par là. Tu te lèves, tu te relèves doucement, mais parle à cette femme et encourage-la. Je lui dirais de ne pas baisser les bras. Le cancer se guérit s'il est pris en charge tôt. On ne baisse pas les bras sur tous les plans. Il faut pas, moralement, c'est un combat de morale. Il faut s'entourer d'ondes positives. Même si autour de toi, l'atmosphère est négative. Même si tu sens que c'est lourd. Que tu sens que les gens même veulent même te voir même de l'autre côté là. Il faut te battre. Il ne faut même pas du tout donner cette occasion aux gens de dire, bon, en fait, non. Il faut sortir. Il faut te donner plus de courage. Il faut beaucoup prier. Quelle que soit ta religion, quelle que soit la religion que tu suis, il faut prier et demander que Dieu mette les bonnes personnes sur ton chemin. Dieu a mis énormément de bonnes personnes sur moi, mon chemin. Il peut le faire pour toi. Donc, priez que Dieu mette de bonnes personnes sur ton chemin. Priez que vraiment le protocole qu'on a prescrit pour toi prenne et que tu puisses sortir de là très vite. Ça se guérit. Ça se guérit. Ça se guérit. Merci. Mais seulement aussi, faut pas que les gens pensent que ça arrive seulement à une personne bien donnée.
ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. Donc, mentalement, il faut être forte, très forte. Et bon, c'est bon. Et le Seigneur va faire le reste. Le Seigneur va faire le reste. Merci beaucoup. Merci infiniment, Mariam Oulé. Merci pour ce moment sur Transfert Plus où tu partages ton parcours de battante autour du cancer du sein, mais aussi ton parcours où aujourd'hui tu encourages et tu soutiens les enfants malades du cancer du sein. Et je vais dire merci à celle qui peut tout vendre. Parce qu'au-delà de la maladie, c'est une excellente commerciale. Voilà. Merci à celle aussi qui, sur les réseaux sociaux, essaie d'attirer l'attention de ces milliers de femmes comme des hommes à soutenir ceux qui sont malades. Merci. Merci pour la formidable femme que tu es. Et maintenant, pour ceux qui nous regardent sur Transfert Plus, nous sommes en octobre. C'est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Aux femmes, dépistez-vous. Allez dans les centres de santé. Maria m'a dit qu'elle a vu une masse de la taille d'une pièce de 25 francs. Et on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Elle est passée par l'ablation du sein, puis des chimios difficiles. On a cru qu'elle n'allait plus être, mais elle est assise avec nous. Celles qui ont perdu espoir, reprenez courage. Tout est possible à ceux qui croient. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette interview vous a plu, likez, commentez et partagez. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages YouTube et TikTok. Merci d'être resté et à très vite.